Ces 10 derniers mois, comme beaucoup d'entre vous, sans doute j'ai entendu parler de Schma en 3-4-3, de Defense 4 ou de System, plus que je ne l'avais fait dans toute ma vie. Le débat semble sans fin, tournant autour de la question de savoir si Herben Amorim doit persister avec sa Defense 3 ou passer une structure plus traditionnelle 4. Mais aujourd'hui, je veux avancer un argument qui risque de faire débattre cette discussion, au fond n'est pas la plus importante. Parce qu'il y a une vrille fondamentale dans le football moderne, que nous devons admettre, la composition que l'on voit sur le papier avant chaque match ne ressemble presque jamais à ce que l'on voit réellement sur le terrain. Le football n'est plus une affaire de chiffres figues. C'est une entité vivante en constante évolution et transformation chaque phase de jeu. Prenez le Manchester United de Herben Amorim. Quand l'équipe construit depuis sa propre moitié de terrain en phase 1, elle peut s'organiser en 3+2 avec un de Ligt qui monte d'un cran. Mais une fois que le ballon progresse en phase 2, cette structure a peu rédigé mute en un 3-5-2 avec un des joueurs offensifs comme Mbeumo Kuna ou Mount Kidd-Croch. En phase 3, quand Manchester United déclenche son pressing all keep peut se transformer en un pentagone flexible. Et en phase de defense place, elle se replie en une solide ligne de 5. Bruno Fernandes, lui madame, l'a admis. Nous jouons 5 derrière, parfois 4 ou 3 appelés à comme vous voulez. Alors si la formation de départ n'a plus tant d'importance, où se situe le vrai problème est, il ne recite pas dans le nom que l'on donne au système. Le problème fondamental, celui avec lequel Manchester United se bat, est de trouver les bons profils, les joueurs qui ont la technique, l'intelligence et la flexibilité nécessaires pour opérer avec fluidité dans toutes ces phases de jeu complexes. La question n'est pas 3-4-3 ou 4-3-3. La vraie question est, avons-nous les joueurs adéquats pour faire fonctionner n'importe lequel de ces systèmes? Les joueurs se sentent-ils vraiment l'aise leur poste? Et pour illustrer ce point, il n'y a pas de meilleure manière que de se pencher sur les deux exemples les plus marquants du 3-4-3, actuels deux disciples brillants, Herben Amorim et Xabi Alonso. Tous deux partagent les mêmes racines tactiques, mais leurs trajectoires actuelles ne pourraient être trop plus différentes. L'un peine mettre Manchester United sur les bons rails, l'autre fait du Real Madrid une force qui semble inarrable. Le plus fou, c'est qu'ils sont tous deux des adeptes de la défense 3. Alors pourquoi Alonso connaît-il un tel succès au Amorim semble bloc? Et surtout que peut apprendre Amorim de son homologue, commenant par Herben Amorim. Quand on pense lui la première, chose qui vient l'esprit est la manière dont son système a complètement transformé le Sporting Lisbonne. Avant son arrivée, le club vivait dans l'ombre immense de Benfica et de Porto. Puis Amorim est arrivé. Avec son 3-4-2-1, il a bâti une structure qui a offert au Sporting la fois un équilibre et une identité claire. Les pistons tiraient le jeu, le double pivot contrôlait le match et les deux meneurs de jeu derrière l'attaquant apportaient une créativité constante. L'équipe défendait de manière compacte mais attaquait avec panache. Et les résultats ont suivi. Dès sa première saison complète, le Sporting a remporté son premier titre de champion en 20 ans, réalisant un triple national. Il n'a pas seulement apporté des titres, il a apporté un système tactique qui approuve son efficacité an après an. Pendant qu'Amorim dominait au Portugal, Xabi Alonso au Bayer Leverkusen a complètement changé la perception que l'on avait de ce système. Il est arrivé dans un club en manque de structure et y a remdi quasi instantanément avec un 3-4-3 qui alliait libère et discipline. Sa deuxième saison et entre dans l'histoire champion de Bundesliga en temps invaincu. RFL Chisesi dans un championnat au volume le Bayern Munich et Dortmund le Leverkusen d'Alonso n'a pas perdu un seul match. Cette madame saison, ils ont atteint la finale de la Ligue Europa, prouvant que ce système était efficace aussi sur la SCNE internationale. Madame, la saison suivante, malgré une hécatombe de blessures, ils ont terminé deuxième en battant un record d'invincibilité, l'extérieur montrant que le système d'Alonso n'est pas qu'une simple tactique, c'est un cadre adaptable. Et aujourd'hui, ces deux entraîneurs âpres leur sucre retentissant, on quitte leur zone de confort pour relever de plus grands défis. Mais c'est elles que leurs histoires prennent deux directions complètement différentes. Madrid, c'est 3 matchs, 9 points, 6 buts marquent un encaisse. Les idées d'Alonso ont eu un effet immédiat. Il utilise son 3-4-3 familier mais de manière plus créative, laissant Vinicius Mbappé et Rodrigo permuter librement. Il teste Aurélien Tchouameni, plusieurs postes pour voir où il était le plus l'aise.
De toute vidance, Alonso n'enferme pas ses joueurs dans des rêles inconfortables. Il ajuste son système, son effectif. Maintenant, regardons Amorim. 3 matchs, 4 points d'IG, 8 points du leader. Le problème ne vient pas seulement des résultats, mais du sentiment que son keep dégage. Elle semble encore incertaine, comme si elle essayait de se forcer, entrer dans un moule plutôt que de s'épanouir naturellement l'intérieur. L'un a un impact immédiat l'autre, peine à asseoir son autorité. Et la raison de cette différence se resume un seul facteur, la flexibilité dans l'utilisation des joueurs. Alors, que peut faire Herben Amorim? Doit-il abandonner complètement son système? La réponse est non. Car la solution ne réside peut-être pas dans un changement radical, mais dans un principe fondamental. Souvent oublie utiliser les bons joueurs au bon poste au bon moment. Passons en revue chaque phase de jeu et voyons comment quelques ajustements mineurs pourraient bel et bien faire une énorme différence sans pour autant jeter toute une philosophie à la poubelle. Phase 1. Rendre les joueurs leur vrai poste la relance. Le problème actuel de United commence souvent avec un défenseur central, le plus souvent Matthijs de Ligt, qui est pousse jouer au milieu de terrain. Ce n'est pas seulement sous-optimal, cela met le joueur lui-même mal l'aise. Les défenseurs ne sont généralement pas les plus laises pour recevoir le ballon dos au jeu. L'objectif est simple, remettre les joueurs dans les positions où ils se sentent en mode état le plus naturel et le plus confortable. On conserve la structure de relance avec 2 joueurs bas 2 pour tenir la largeur 2 dans l'axe, un attaquant pivot, et 3 joueurs PRTS disputer les seconds ballons. Mais on change les hommes. Laissons les 2 vrais défenseurs centraux, De Ligt et Leny Yoro, construire le jeu. Ce sont eux les plus laises face au jeu. Sur les CTS, laissons les vrais latéraux, Noussair Mazraoui et Luke Shaw tenir la largeur. Et dans l'axe, Plowns, Kobe Mainoo, Casemiro, ou Manuel Ugarte de vrais milieux, qui veulent recevoir le ballon, cet endroit. Tout en haut, on garde notre pivot Benjamin Eko, qui, rappelons-le, a remporté 3 de ses 4 premiers duels contre Man City. Et enfin les joueurs les plus madame de disputer les seconds ballons, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et la qualité de passe de Bruno Fernandes. Encore une fois, on n'a rien chang au système. Phase 2, optimiser la créativité en phase de possession. La structure idéale de United dans cette phase est une défense 3, un double pivot, 2 joueurs pour la largeur 2 meneurs de jeu et un avant-centre. Elle encore, on ne change pas la structure. On optimise les RL. Herben Amorim met un accent norme sur les centres. Alors qui sont les meilleurs centreurs droite? Ce doit être sans aucun doute Bryan Mbeumo. Gauche, c'est plus compliqué, mais Luke Shaw, avec son expérience et son pied gauche, est un choix logique. Ensuite, le poste de défenseur central, excentrique, porteur de ballon. Ce RL exige un joueur qui est non seulement l'aise pour monter avec le ballon, mais aussi assez mobile pour couvrir son couloir. Droite, c'est un RL parfait pour Noussair Mazraoui ou Lisandro Martinez s'il revient de temps. Gauche, Leny Yoro avec sa vitesse et sa confiance peut tout fait assumer cette fonction. Et maintenant les postes les plus importants, les 2 créateurs de demi-espace, Half Space Creator. Ce RL exige une capacité porter le ballon et faire la différence. Personne ne correspond mieux ce profil que Matheus Cunha et Bruno Fernandes. Enfin, le double pivot. Il nous faut un joueur capable de conserver le ballon et un autre capable de le faire progresser. Une combinaison possible serait Kobe Mainoo avec sa conservation de balles exceptionnelle et Casemiro qui a toujours la vision du jeu pour tenter des passes qui cassent les lignes. Encore une fois, on n'a rien chang au système. Tout ce qu'on a fait, c'est examiner attentivement les différents profils de joueurs pour trouver l'agencement qui permettrait cette machine de fonctionner de manière plus naturelle, plus fluide et au final plus efficace. Enfin, parlons de la phase de pressing. Le système en 4-4-2 que Herben Amorim utilise est fondamentalement bon et proactif. Le problème, et encore une fois, ne vient pas de la structure, mais des hommes qui y sont plaques. Demander Bruno Fernandes de défendre au sein du double pivot est une aberration, avec les conséquences que l'on a vues sur les buts encaissés contre Fulham et Man City. Bruno lui-même a admis ne pas aimer ce RL. De la Madame manière, faire monter Noussair Mazraoui, un latéral au poste de milieu droit, n'est pas optimal. Alors comment viser cette machine pressée, tout en conservant ce Madame 4-4-2 ?
comme nom par les deux attaquants, il nous faut de l'intensité et de l'énergie. Donc Benjamin Eko et Bruno Fernandes sont des choix logiques. Sur les ailes, le CT droit a besoin de travailleurs à charne comme Brian Mbeumo ou Amad Diallo. Le CT gauche est plus délicat, mais peu que Matheus Cunha, avec sa puissance, pourrait assumer ce RL. Surtout plus bas sur le terrain, on remet les latéraux leur vraie place, Luke Shaw et Noussair Mazraoui. Et au cœur du jeu, un double pivot plus énergique et plus mobile, comme Manuel Ugarte et Kobbie Mainoo, apporterait de l'équilibre. Tous ces changements de profil entre les différentes phases de jeu montrent une chose, il n'y aura jamais un 11 de départ fixe, Manchester United semaine après semaine. En fonction de l'adversaire, en fonction de la phase de jeu, que l'équipe anticipe le plus construction, possession ou pressing, Herben Amorim peut tout fait choisir des hommes différents pour optimiser l'efficacité. C'est à la flexibilité. C'est cette profondeur tactique que les supporters attendent. Finalement, après toutes ces analyses, la Léon pour Herben Amorim est en réalité très simple. Sa philosophie, son plan directeur en 3-4-3 ne doivent pas rejeter la poubelle. Mais il faut mettre les joueurs en premier et le système en second. Son 3-4-2-1 au Sporting n'a connu un tel succès que parce que l'effectif était parfaitement taille pour lui, où chaque joueur évoluait au poste, où il se sentait le plus l'aise et le plus efficace. Il est donc temps de changer. Utilisons Casemiro ou Kobbie Mainoo dans ce RL de troisième défenseur central, la relance pour exploiter leur qualité de passe. Et surtout, faisons remonter Bruno Fernandes dans ces espaces où il était le plus dangereux. Laissons les joueurs jouer là où ils peuvent le briller. De cette manière, ce n'est pas seulement le système qui s'améliorera. C'est tout l'effectif qui deviendra plus tranchant, GRCE une concurrence réelle et saine chaque poste. Dans le football moderne, la rigidité est le chemin le plus court vers le chèque. La flexibilité et la capacité d'adaptation sont les seules voies vers le succès au plus haut niveau.